Bien, bonjour Monsieur Chevrier. Aujourd'hui, on va ouvrir une nouvelle séquence qui va être consacrée à globalement la géopolitique. Mais avant d'aborder la géopolitique à proprement parler, c'est-à-dire la situation actuelle qu'on va redéfinir, enfin tout souvent qu'on va revisiter par rapport à la vidéo que vous aviez fait précédemment, que j'avais vue sur les perspectives que vous aviez projetées sur les actions des Russes, notamment quand vous avez parlé que les Russes, leur stratégie c'était d'aller vers Odessa. Mais avant d'aborder cette question-là, en préalable, je voudrais qu'on parle de la Russie et de Poutine. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un contexte de guerre de communication, et on est noyé par une propagande qui a décidé du bon et du méchant. Ce qui fait que les gens ont un filtre, les mauvais Russes, le mauvais Poutine, Poutine égale Hitler, et les gentils Américains, les gentils Occidentaux, les victimes Ukrainiens, les Ukrainiens sont les victimes, pardon, Zelensky est un héros, voilà. Donc ça, c'est le conditionnement qu'on impose à la population globale via les outils de propagande, c'est-à-dire les médias mainstream. Et je voudrais, parce que vous avez travaillé, justement, le grand avantage, c'est que vous avez travaillé avec les Russes. Je voudrais que vous essayiez de nous définir la mentalité russe, la mentalité, l'esprit russe, comment fonctionnent les Russes. Et j'aimerais aussi, si vous avez la possibilité, de nous éclairer sur le personnage de Poutine. D'accord, oui, oui. Alors effectivement, vous savez que lorsque j'ai créé les tubes d'Aquitaine, j'étais le seul dans le monde à fabriquer un tube polyéthylène renforcé qui transportait des produits extrêmement corrosifs comme le pétrole brut et le gaz brut. Donc évidemment, ça intéressait presque toutes les compagnies pétrolières et gazières. Et dans ce cadre, j'avais à l'époque, j'ai eu la chance de pouvoir embaucher, puisque nous sommes une petite société, une femme qui habitait à Brive, qui était mariée avec un Français, qui s'appelle Tatiana, et qui a travaillé avec moi pendant 20 ans. Elle était ingénieure, elle avait fait ses études en Russie, elle avait travaillé dans la recherche en Russie, à Saint-Pétersbourg. Et ce qui est aussi très intéressant, on en parlera tout à l'heure, elle est née la même année que Vladimir Poutine, elle habitait le même quartier, donc dans des immeubles très populaires, un quartier populaire. Elle a donc passé son enfance dans le même quartier que Poutine, elle a vécu dans les mêmes conditions. Et plus tard, elle est allée à l'université en même temps que lui. Ils n'étaient pas dans la même classe, mais Poutine a fait 5 ans d'université, je crois qu'elle, c'était pareil. Et donc, évidemment, quand vous travaillez, elle était ma plus proche collaboratrice au niveau technique, elle me faisait des calculs, tout ça. Quand vous travaillez pendant 20 ans avec quelqu'un, on a voyagé ensemble, on a fait plein de choses, on échange, et puis on sent un peu les choses. Et alors, là, effectivement, on a reçu les dirigeants de Zapsik Gazprom, le PDG de Zapsik Gazprom, qui est arrivé avec son secrétaire personnel. Avant cette visite, on avait eu la visite de la sécurité, c'est-à-dire oui, quelques semaines avant. Ils avaient envoyé un ingénieur avec un garde du corps qui était venu voir tout ça. Et puis, on a reçu toutes les compagnies russes. Alors, des ingénieurs de Lukoil, de Yugos, de Rosneft, Gazprom, on passait vous savez comment on reçoit ici, les gens ne viennent pas pour 1 heure, hein, ils viennent pour 2-3 jours. Donc, et donc là, c'est le restaurant, c'est tout. Ce qui donne des opportunités d'échange hors contexte professionnel. Absolument. Quoi. Et alors, quand vous avez une femme qui a 40 ans, qui est russe et qui qui peut communiquer, si interprète. Vous voulez, complètement, à la même vitesse où vous parlez, elle traduit. Bon, c'est vraiment... Et alors, en plus, elle a une sorte de contact naturel, puisque les gens sont heureux. D'abord, bien sûr, les voyages ont été préparés par des échanges. C'était dans quelle année, ça, à peu près? Alors, on a ces échanges ont commencé à partir de 97. On a fait 97, 98.
Et en 99, je suis allé en Russie pour faire une installation d'une ligne prototype, parce que, si vous voulez, les Gazprom et Zapsik Gazprom, c'est des sociétés énormes qui gagnaient beaucoup d'argent, et le PDG voulait, tous d'ailleurs c'était pareil, ils voulaient que j'installe une usine clé en main en Russie, parce qu'ils voulaient produire eux-mêmes, ils ne voulaient pas nous acheter les tubes. Alors on avait discuté tout ça, et je disais, écoutez, commencez par nous acheter des tubes, parce que moi je voulais donner du travail aux gens qui étaient chez moi, vous voyez, et je ne voulais pas vendre la technologie tout de suite. Oui. J'ai, dans un premier temps, commencé par nous commander des tubes, et puis après, quand vous verrez que ça prend de l'ampleur, eh bien là, on pourra installer un atelier de production, si vous voulez. C'était ce qu'ils voulaient. Ah, c'est ce qu'ils voulaient. Et donc, alors, pour situer, pour les gens qui ne savent pas, pour voir un peu la dimension, Gazprom, c'est une entreprise qui emploie 300 000 personnes, enfin à l'époque 300 000 personnes. Pour vous situer le contexte de cette époque, chez Gazprom, quand on bavardait avec les ingénieurs, ils nous ont raconté qu'il y avait 10 000 gardes du corps dans la société. Et l'élite qui s'occupait de la direction, de la haute direction pour les protéger, voitures, tout ça, était formée par le Mossad, en stage constamment en Israël. Donc il y avait des relations avec Israël. Avec Israël, vous voyez. Qui était le président russe à l'époque ? Alors, Poutine n'était pas encore au pouvoir. Alors Poutine n'était pas au pouvoir. C'était Eltsine encore. Eltsine. Oui. Et donc là, la Russie était en crise à l'époque. Ah oui, ils étaient dans la dégringolade. Dans la dégringolade. Et donc, alors, tout ça, c'est pour vous situer un peu le contexte. Donc, on voulait nous vendre des tubes et eux, vous nous achetez la technologie. Oui. Finalement, le PDG, qui s'appelait Nikiforov, c'était un type qui faisait 125 kilos, hein, balèze là, il dit, bon, au secrétaire, on va lui acheter un container, et puis il viendra l'installer, il nous expliquera tout ça. Et alors, c'était assez folklorique. Je suis allé, bien sûr, en Russie pour faire cette installation. Et là, j'ai été reçu d'une façon impeccable, avec constamment une interprète et tout, et puis des chauffeurs avec voiture. C'était très bien. Et alors, mais c'était encore alors, si vous voulez, quand je suis arrivé à Moscou, c'est une ville énorme, avec plusieurs aéroports. Oui. Là, il y avait quelqu'un qui m'attendait parce que je reprenais un autre avion pour aller à Tyumen. Et de Tyumen, là, j'étais dans un de leurs hôtels. Parce qu'ils ont, les sociétés comme ça, Gazprom, Zapsik Gazprom, ils ont leur hôtel, ils ont leur boutique, parce que eux, ils avaient de tout. Tandis que les gens... en Russie, en 95, ils faisaient la queue, il n'y avait rien dans les magasins. Il n'y avait rien dans les magasins. Voilà. Mais bon, ça c'est anecdotique. Oui. Alors, pour revenir sur Poutine, je pense qu'il est très important d'abord de dire, moi ce que je pense, c'est qu'on a la chance jusqu'à présent d'avoir à la tête de la Russie un homme qui est bien équilibré, qui, selon moi, est en bonne santé, mentale et physique. Et surtout, c'est un très grand sportif. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Donc, Poutine est né en 1952. Et pour vous donner un petit peu la mentalité des gens, moi, je pense que pour comprendre une partie des personnes, il faut avoir vécu des choses similaires à eux, vous voyez, qui nous permet de comprendre comment ils réagissent, ce qu'ils ressentent. Et je vais vous dire une chose. Moi, je suis né pendant la guerre, vous voyez, en 1943, en juin 1943, à Argenteuil, une ville de la banlieue, dans un appartement modeste. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que on était dans un petit appartement, il y avait un appartement en dessous, et en dessous,
il y avait des caves. Et en 1944, on a subi le bombardement des Américains. Argenteuil a été très bombardé, Gennevilliers également, et donc les sirènes et tous les gens de l'immeuble venaient se réfugier dans la cave. Vous voyez, moi j'avais un peu plus d'1 an, et donc j'ai mémorisé les bruits des avions, le bruit, tout ça. Ça c'est à peu près sûr. Mais ce qui se passe, c'est que oui, ça, je ne peux pas dire que je me rappelle, j'étais trop petit. Bien sûr, oui, oui. Mais ce qui est sûr, c'est que ma mère, jusqu'à l'âge de 12 ans, m'a raconté, mais des centaines de fois, ce qui se passait pendant la guerre. Les privations, ils n'avaient pas de nourriture, mon grand-père qui allait chercher des trucs. Tout ça, c'est des histoires. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Poutine, Vladimir Poutine, est né à Leningrad en 1952. Et donc, il faut se rappeler que Leningrad a été l'objet d'une bataille énorme, mais surtout de 900 jours de siège par l'armée allemande. 900 jours. Quand l'armée allemande a occupé tout autour de Leningrad, qui c'était l'ancienne Saint-Pétersbourg, si vous voulez, après ils ont changé le nom, eh bien, il y avait 3 millions d'habitants. Il y avait 35 jours de nourriture. Wow. Les gens ont vécu l'enfer. Avec, vous savez, à Saint-Pétersbourg maintenant, on va l'appeler Leningrad, la rivière gèle l'hiver. Il peut y avoir, sous les ponts, vous avez 30 cm de glace, l'eau est bloquée. Et donc, ces gens, quand l'hiver est arrivé, ils n'avaient plus rien à manger, les gens mouraient dans les rues. La neige les recouvrait. Au printemps, on a pu les enterrer. Ils sont restés tout l'hiver comme ça. Wow. Il y avait dans toutes les familles, donc les plus faibles, qui n'avaient plus rien à manger, mouraient en premier. Ça veut dire les personnes âgées, les petits-enfants, tout ça. Il y a des familles avec 3 enfants, il en est resté un à la fin de l'hiver. Ça a été... Je ne vais pas raconter tout le détail, mais ça a été quelque chose d'épouvantable. Donc, il y a eu 1 million de morts par la faim, vous voyez, sur cette ville de 3 millions. Vous imaginez, ils faisaient, l'hiver suivant, ils ont réussi sur le lac à faire une route pour pouvoir amener de la nourriture et stocker, parce que les Allemands étaient tout autour, ils les empêchaient, ils ne les attaquaient pas, ils les empêchaient de s'approvisionner. Donc ça a été l'enfer. Donc j'imagine, puisque moi, étant enfant, ma mère n'a pas arrêté de me raconter toutes les histoires de la guerre. J'imagine que Vladimir Poutine, dans leur petit appartement collectif qu'ils avaient, eh bien, sa mère et son père, qui avaient eux-mêmes perdu déjà 2 enfants, ont raconté pendant... Donc on peut imaginer que toute son enfance, il a entendu les histoires sur les Allemands et tout ça. Et plus tard, il va à l'université. Donc là, alors ce qui le fait, parce qu'au départ, quand il est dans les quartiers populaires, c'est un petit bagarreur, vous voyez, il n'est pas très costaud, mais il est courageux, il est vraiment beaucoup d'énergie, il se bagarre. Et ce qui va un peu le canaliser, c'est qu'il s'inscrit dans un truc de judo, et là il va faire du judo et des sports de combat, et surtout, il va avoir la chance dans ce quartier d'avoir une maîtresse, vous savez, comme moi j'ai eu ça aussi étant gamin, qui vous prend en amitié et que vous élève, quoi. Et puis qui vous donne des cours. Vous voyez, le jeudi, moi j'allais chez une maîtresse le jeudi pour prendre des cours parce qu'elle a vu qu'il y a un potentiel et elle dit. Voilà. Il faut... Alors ils vous aiment bien, ils veulent que vous arriviez. Et lui, c'était ça. Et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 5 ans, il a rendu visite à cette femme qui était une femme âgée pour lui offrir un bouquet de fleurs alors qu'il était président, vous voyez, par reconnaissance, et la remercier. Elle vivait toujours dans un petit appartement modeste, vous voyez, et il a apporté les fleurs parce que en fait c'est elle qui a fait basculer cet homme. Il serait devenu peut-être un trafiquant. C'est ça. Oui. Et donc, il aurait pu mal tourner. Il aurait pu mal tourner. Et on voyait qu'elle était très heureuse de le revoir, et que
pour elle, c'était toujours un petit garçon, alors qu'il était président de la Russie. Donc, voilà, c'est ce genre de truc. Donc, en fait, on a un homme qui a un tempérament, parce qu'il faut s'occuper de l'enfance, vous voyez. Le tempérament se force dans l'enfance. L'enfance est capitale. Là, pour ça, le témoignage de Tatiana, oui. Il est capital parce que on a peu d'informations sur son enfance. Il y a beaucoup de rumeurs, de romans. On a romancé son enfance, mais là, on a le témoin direct d'une personne qui a été en contact. C'est pour ça qu'elle a dû vous raconter des tas d'anecdotes avec Poutine. Les conditions dans lesquelles... Mais elle-même, elle a eu ses parents qui lui ont transmis aussi ce traumatisme. Bien sûr. Donc elle-même, elle est chargée par cette histoire. Léningrad, c'était quelque chose... 900 jours, c'est énorme. Énorme. Un siège. Et vous voyez, ça, c'est des choses dont on parle peu, en fait. Voilà. Il faut resituer l'enfant dans ce contexte-là. Voilà. Et donc, Poutine va évoluer vers des études supérieures, c'est qu'il avait un potentiel intellectuel déjà. Oui. Et donc, c'est grâce à cette maîtresse qu'il s'oriente vers l'université. Vers l'université. Et donc, à la suite de ça, il va être pris par le KGB de l'époque et est envoyé en Allemagne. Très jeune alors. Très jeune, enfin à 25 ans, quand il a fini ses études. Il part là-bas, il occupe un poste. Et alors ça aussi c'est quelque chose de particulier aux Russes, c'est la qualité des études que ces gens-là font dans leur pays. Alors ça, je voulais vous interrompre. Alors, on fait une petite digression, mais parce que j'avais ça dans la tête. Vous avez fait une vidéo consacrée à la formation des ingénieurs, la production d'ingénieurs par rapport au pays. Dans les grandes écoles. Et je voudrais savoir votre avis, c'est juste une petite digression, sur le niveau de formation des ingénieurs, parce que vous les avez rencontrés russes. Parce que moi, quand j'avais repris votre vidéo sur ma chaîne, et j'avais eu des commentaires, oui, mais le niveau n'est pas le même qu'en France. Alors là, on va faire la lumière, le niveau. Alors écoutez, justement, moi j'ai eu la chance de travailler également en Russie avec des ingénieurs, on faisait des réunions, tout ça. Et sur un chantier, le soir, puisque les soirées durent longtemps, il faut boire de la vodka, tout ça. On boit. Donc oui, alors justement, il y avait un ingénieur qui me racontait comment ça se passait. Dans les grandes écoles, l'élite est automatiquement sélectionnée pour l'espace. Vous voyez, les fusées, tous les systèmes satellites, tout ça, là, les meilleurs ingénieurs vont là. Ensuite, les deuxièmes, ceux qui sont juste après, pour la production de l'aviation. Là, tout le matériel aviation, les Sukhoi, tout ça, c'est le top. Et puis, ensuite, le troisième niveau, c'est la marine. Et alors, le gars me disait, vous savez, après, il y a l'armée de terre qui prend, ce qui fait que nous, on est capable d'envoyer des satellites dans l'espace avec une précision et on n'a pas d'ingénieurs qui savent fabriquer des casseroles. Parce que, évidemment, pour l'industrie privée, pour les machines à laver, les trucs, tout ça, non, rien. D'accord. Voilà. Et alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai eu plusieurs fois des interprètes russes qui parlaient un français impeccable. Elle n'était jamais venue en France. Wow. Donc, c'est vous dire que là, et puis alors, en plus, elle vous parlait de Jules Verne, elle vous parlait de Victor Hugo, de tout. Donc, elles avaient une culture. Une culture. Et comme j'ai aussi beaucoup travaillé avec les grosses entreprises américaines, j'ai été très ami avec le directeur mondial de la recherche chez Shell, Joseph Fisher, qui était basé à Houston. On est devenus amis, il est venu passer des vacances ici, chez moi, tout ça. Et donc, je pouvais comparer. Alors bien sûr, il y a des exceptions dans les Américains. Là, c'en était une. C'était un homme d'une très grande culture, raffiné, tout. Mais on va dire que 80% de l'encadrement américain, c'est au ras des pâquerettes. C'est vraiment, ils savent
même pas où se trouve la France. Vous voyez, les gars qui sont au Texas, tout ça, non. À Paris, oui, ils ont entendu parler de Paris. C'est en Europe, voilà. Paris, c'est en Europe. Et ça, ils connaissent. Mais voilà. Le niveau de culture n'est pas comparable. Les Russes sont vraiment beaucoup plus intéressants. C'est pour ça que Poutine fait énorme dans ses discours, a toujours des références historiques. Oui. Il développe toujours un principe, il retrace toujours l'histoire pour argumenter sa position actuelle. Mais il la resitue toujours dans un contexte historique. Ce que ne font pas même nos dirigeants, et ni les Américains, bien entendu. Oui, donc on voit que c'est chargé d'une connaissance. Et alors surtout, ce qu'il y a, c'est que avant que la Russie ne devienne l'Union soviétique, avant que les bolcheviks prennent le pouvoir, vous savez, ça a été... eh bien, il y avait des relations avec la France qui étaient d'une très bonne qualité. Et il y avait un amour. On parlait français à la cour. Bien sûr. Les tsars parlaient français. Voilà, mais non seulement les tsars, mais la noblesse. Mais toute la noblesse. Toute la noblesse russe. Et donc, moi, ça m'est arrivé de regarder un reportage où un homme qui était, je ne sais pas, c'était dans les années 90, il devait avoir 90 ans, quelque chose comme ça, et la journaliste utilisait un interprète pour lui poser les questions. Et le bonhomme, il avait passé, je crois, 40 ans dans des goulags, vous voyez, parce qu'il était noble. Donc, il avait, c'était un truc, il avait une vie affreuse. Et la journaliste traduisait les questions en russe. Et le gars dit « Mais madame, je peux vous répondre en français, c'est ma langue maternelle. » Quand il était né dans une grande famille, eh bien, évidemment, ce n'était pas sa mère qui l'élevait, c'était il y avait une gouvernante qui était attitrée, oui. Elle était française, et tout naturellement, les premières années de sa vie, il ne parlait que français. Voilà. Alors, si vous voulez, il y a eu vraiment des liens pendant, on peut dire, des décennies entre la France et vous avez l'histoire du château Yquem, vous savez, le marquis qui partait à la chasse chaque année en Russie et qui revenait. Et un jour, il est arrivé, il n'a pas pu prendre le bateau. Toutes les gens qui attendaient son retour pour vendanger, ils n'ont pas commencé les vendanges, ils ont attendu. Et quand il est arrivé un mois plus tard, les raisins commençaient à pourrir. Et alors, il a décidé, eh bien, on va quand même les vendanger. Et c'est ça qui a créé les vendanges tardives. Ce vin qui est exceptionnel, le château Yquem, doit son origine, si vous voulez, avec un retour de Russie du propriétaire, qui est un marquis, qui est arrivé un mois après. Et en fait, ils se sont rendus compte, à cause du microclimat qu'il y avait, que l'humidité faisait une petite pourriture noble et qui donnait un sucre et un parfum au vin extraordinaire. Les châteaux Yquem, il n'y a pas d'équivalent, si vous voulez. Sur un foie gras. Voilà. Donc, alors, revenons sur le personnage Poutine. Alors, Poutine, parce qu'on est obligé il faut qu'on comprenne sa stratégie aujourd'hui. Pourquoi réagit-il? Quelle est sa vision, d'après vous, de la Russie aujourd'hui? Quelle est sa stratégie, en tous les cas, pour la Russie? Quel est le moteur et quelles sont les limites qui va s'imposer, d'après vous? Est-ce qu'il y a des limites qui vont s'imposer comme une forme de rééquilibrage des pôles, quoi? Alors, revenons sur son parcours. Vous savez que, comme je vous ai dit, c'est un très grand sportif. C'est un homme qui pratique le judo à un niveau très élevé. Très élevé. Puisqu'il est 8e dan, ceinture noire, 8e dan de judo, c'est-à-dire au sommet. Et ça, pour arriver à ce niveau technique, ça nécessite au moins 6 heures d'entraînement par semaine. Vous voyez ? Et donc, quand vous attrapez un kimono pendant des heures, toutes les semaines, je peux vous dire que vous avez une poigne, vous avez des mains, parce qu'il faut voir les judokas. Et en plus, ça veut dire aussi que vous êtes discipliné
puisque le judo, c'est une école de discipline, de respect de l'adversaire. Donc c'est une philosophie aussi. Une philosophie aussi. Donc il est imbibé par cette philosophie. Absolument. Ça, le judo, c'est, je dirais, la moitié de son mental. Vous voyez, c'est tout. Ça, c'est important. Voilà. Vous saluez l'adversaire, vous respectez l'adversaire, tout ça. Donc tout ça, c'est des années, vous voyez, de trucs. Maintenant, il a 70 ans, il pratique plus, mais ça forme le caractère. Donc, moi, je dirais que Poutine est un homme qui est déterminé. Vous voyez, ça, il faut bien le comprendre. Il faut bien comprendre que lui, il n'y a rien qui va l'arrêter. Et quand vous voyez les gens qui sont autour de lui, on sent qu'il y a une espèce de peur, une crainte, parce que cet homme, il a une force intérieure, il est déterminé, il n'y a rien qui l'arrêtera. Ça, c'est un point. D'un autre côté, il a toujours manifesté de l'intérêt pour l'Occident, pour les Américains, il parle un peu anglais, hein, il parle même assez bien. Il parle allemand comme un Allemand. Quand il était, si vous voulez, en Allemagne, bien sûr, il était chargé d'écouter tout ça et trucs. Et Angela Merkel, qui est née en RDA, c'est-à-dire en Allemagne de l'Est, sous l'occupation soviétique de l'époque, est allée à l'école russe, évidemment, puisque tous les enfants dans tous les pays, Hongrie, Roumanie, tout ça, tous ces personnes qui sont nées dans les années 50-60 sont allées à l'école et parlent russe. Donc, avec Poutine, Angela Merkel, elle lui parle en russe, il lui répond en allemand. Vous voyez, donc il y a vraiment, là, on a manqué une opportunité parce qu'on pouvait vraiment créer quelque chose. Mais donc, tout ça, c'est l'arrière-plan. Alors, au début, il faut quand même se rappeler que quand il est arrivé au pouvoir, du fait qu'il avait une vraie sympathie pour la culture occidentale, européenne et même américaine, il voulait faire partie de l'OTAN. Il voulait que la Russie rentre dans l'OTAN. Les Américains, eux, sont restés avec leur oui, ils avaient une vision des communistes, ils étaient anticommunistes, tout ça. Mais la Russie, ça n'est plus l'Union soviétique, c'est fini. Et alors, vous savez, je l'ai dit dans des vidéos, que cet homme a redressé le pays, mais d'une façon incroyable. Incroyable. Alors, comment on bascule de l'Union soviétique à la Russie, puisque c'est Gorbatchev qui fait tout ça, puis Helsinki arrive, et alors là, c'est la débandade. Eh bien, vous avez des grosses entreprises, des entreprises importantes, comme Lukoil, comme Yugos, des entreprises de pétrole, mais dans l'industrie, c'est pareil, dans l'aluminium, il y a une équipe dirigeante. Bien que ce soit un système communiste, il y a un directeur général, un directeur adjoint, des chefs de bureau, enfin des chefs des méthodes, tout ça, il y a tout. Quand on passe du système soviétique au système Russie ouverte, eh bien ces gens-là prennent les parts des sociétés. Le directeur devient pratiquement le propriétaire. Il était salarié, il devient le propriétaire. On fait quelques signatures, on donne des parts à ci, à là, et alors après, tout le monde se sert. Ça devient les oligarques, qui deviennent tous des milliardaires. Et quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a mis les holà. Ça, c'est la première chose qu'il a fait. Il a dit, vous pouvez vous enrichir, mais vous allez payer vos impôts. Parce que les impôts, ils partaient au Luxembourg, ils partaient en Suisse. En Suisse, il y a beaucoup d'argent russe. Et en Angleterre, au milieu de la Méditerranée, là, cette île là où ils ont beaucoup de trucs, là, comment ça s'appelle, Chypre. Oui, à Chypre. Ah bon ? Alors là, il y a des banques qui détiennent des quantités d'argent qui viennent des oligarques russes. La Côte d'Azur, évidemment, on le sait, ou même les menus, il y a quelques années, étaient russes, dans les grands hôtels, tout ça. Bon, je suis allé, si vous voulez, enfin, le nom m'échappe, mais peu importe. Donc, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit maintenant, les impôts qui fichent le camp à l'étranger, ils vont être pour la Russie.
Alors évidemment, on va nous dire, oui, mais Poutine, il est lui-même, c'est un milliardaire, mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'argent, c'est vrai mais moi je vais vous dire mon sentiment, il s'en fout. Parce que vous ayez 1 milliard ou 30 milliards, qu'est-ce que ça fait comme différence? À un moment donné, c'est plus ça qui compte. Lui, ce qui compte, c'est l'intérêt de son pays. Ça, il le placera au-dessus de son propre intérêt, au-dessus de sa propre vie, ça c'est sûr. Il l'a fait voir déjà à certaines occasions, quand il était en Allemagne et qu'il y a eu le mur de Berlin a été il était à Berlin à ce moment-là. Oui. Il y a eu des manifestations qui sont arrivées dans le local où il était, je ne sais plus si c'était l'ambassade. Les types étaient remontés tout. Lui, il est sorti tout seul, est allé parler aux gars et hop, personne n'est rentré. Et je pense qu'il semble que ce qu'il leur a dit, voilà, c'est simple, il y a une clôture, vous la franchissez, moi, avec la Kalachnikov, je vous défends tous, jusqu'à la dernière balle. Voilà. Et vous savez, une fois, il y a eu un entretien entre Poutine et Sarkozy. Il y a eu un truc. Et Sarkozy, il a été liquéfié. Il est revenu parler, il était chancelant, il était sonné. Et comme un boxeur. Et tout le monde parle de cette histoire. Voilà. Et ça, je pense parce que, vous savez, le Sarkozy, là, il est arrivé, il a voulu rouler les mécaniques, oui, vous êtes en Géorgie, nous on va faire ci, faire ça. Et l'autre a dû lui dire, écoute, toi, t'es tout petit, tu vois. Avec ton pays, t'es tout petit. Et moi, la France, là, en 5 minutes, elle est rayée de la carte, elle n'existe plus. Je pense que c'est ça qu'il a dû lui tenir comme discours. Et une petite digression, oui. Parce que là je voulais vous en parler, enfin une petite digression, mais rapide. Vous avez vu la déclaration de Sarkozy dernièrement, qui est complètement à l'inverse de la politique de l'OTAN et de Macron. On s'est étonné de sa prise de position dans son dernier livre, où il parle de négociations avec la Russie et de leur accorder quasiment les terres que les Russes ont acquis. Comment vous interprétez cette position de Sarkozy qui a beaucoup surpris, parce qu'elle n'est pas alignée sur la pensée mainstream chez nous, ni sur la pensée de l'OTAN. Il a fait alors, est-ce que c'est lié à une relation ou est-ce qu'il est toujours en relation avec les Russes, d'après vous? Qu'est-ce que cache ce revirement de Sarkozy de dernière minute? Parce qu'il a déclaré ça récemment. Vous savez, tous ces gens-là, Sarkozy et les autres, sont dans des réseaux, sont dans des organisations plus ou moins secrètes, il y a des réunions, on élabore des stratégies, tout ça, j'imagine. Et donc, il est possible qu'ils se rendent compte qu'on va petit à petit vers un risque de guerre totale. Et donc, il serait logique qu'on essaye de trouver une porte de sortie. Donc, peut-être... Il joue ce rôle-là, voilà, d'ouverture, de dire, voilà, on va accepter ce qui nous paraissait inacceptable il y a un an, mais voilà, parce que, franchement, là aussi, dans les médias, on nous raconte que la Russie, c'est inacceptable, ils ont envahi l'Ukraine, ils ont agressé, c'est les agresseurs, tout ça. Bon, c'est quand même un peu oublié que toute cette guerre a été préparée par les Américains depuis 2014. Depuis le renversement du pouvoir en Ukraine. Alors, derrière toutes les révolutions de couleur, il y a la CIA. Sont pilotés par la CIA. La CIA est derrière, ils ont des fonds, ils organisent tout ça. Ça fait des années qu'ils le font. Et donc, alors si vous voulez, bien sûr que Poutine sait tout ça. D'ailleurs, il l'a dit dans des discours. Il sait tout ça. Et donc, moi, ce que je pense, c'est là où je vois le vrai risque, c'est que maintenant, il a compris qu'avec les Américains, il s'en sortira jamais. Ça, vous pensez ça? Il a compris parce que les Américains sont dirigés par le lobby financier. Et donc, ça n'est pas Biden, ça n'est pas les sénateurs, tout ça qui... Ce qu'on appelle l'État profond, c'est le lobby financier. C'est le lobby financier. Et alors, vous avez le professeur John Mearsheimer
qui a dénoncé cette situation de fait dans plusieurs livres et qui fait des conférences depuis 20 ans là-dessus, aux États-Unis, dans le monde, partout, et qui dénonce le lobby pro-israélien qui dirige les États-Unis. Et tout ça sous l'égide de l'EPAC, American Israel Public Affairs Committee. Donc ça, c'est une organisation officielle, 370 salariés à plein temps, 100 000 membres, donateurs. C'est eux qui décident du résultat des élections. Ils choisissent leurs candidats. Ils maîtrisent quasiment tous les candidats. Tout, depuis 1963. C'est énorme. Depuis la mort de Kennedy. Donc, ça aussi, les Russes le savent. Ils savent comment ça fonctionne. Et ils ont compris, parce que le but ultime de ces gens-là... Quand vous dites les Russes, c'est Poutine. C'est Poutine. C'est Poutine avec son équipe. Avec son équipe. Avec Lavrov, avec tous ses conseillers qui sont autour, tout ça. Parce que vous savez bien que pendant des décennies, les meilleurs services d'information, c'était les ambassades russes. Ils étaient partout, ils étaient au courant de tout. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Oui, alors donc ils sont intégrés, ils ont toujours leurs espions, ils ont toujours leurs services de renseignement. Voilà, ça c'est ils ont ça dans leur culture, dans leur organisation, donc les informations remontent, ils savent tout ça. Et ils savent aussi que quand les Russes ont formé l'armée ukrainienne pour reprendre la Crimée, parce que c'était ça leur but, vous voyez. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la Crimée était russe et que c'est Khrouchtchev qui décide comme ça un jour de la donner à l'Ukraine. De la donner à l'Ukraine. Évidemment, il n'y a pas de différence puisque l'Ukraine fait partie de l'Union soviétique. Donc c'était un autre contexte. Voilà. Dans ce contexte-là, que l'Ukraine soit dans la Russie ou que la Crimée soit dans la Russie ou dans l'Ukraine, c'était pareil, c'était l'Union soviétique. Exactement. Et donc, moi je trouve que là, quand l'Union soviétique était complètement en déliquescence, et là, ça prendrait peut-être trop de temps, mais il faudrait dire que c'est les Américains qui ont coulé l'URSS. On nous a présenté ça avec la course aux armements, où les Soviétiques n'ont pas pu suivre, parce qu'ils n'étaient pas très performants, ça c'est sûr, ils n'étaient pas performants sur le plan économique, parce que le système communiste, c'est un système nul. Qui ne peut pas créer de la richesse, qui ne peut pas collective ou individuelle. Ça, c'est le système complètement aberrant. Et donc, on a... ça, c'est ce que les gens savent. Il y a une course, donc, aux armements de plus en plus sophistiqués. Les Russes ne pouvaient plus suivre. Les Américains commençaient à organiser la guerre des étoiles. Mais il y a autre chose que les gens ne savent pas. C'est que, en fait, ils les ont pris en tenaille. Les Américains, vous savez, sont les protecteurs de l'Arabie saoudite. En réalité, ils se comportent comme des racketteurs, partout. Mais vraiment comme la mafia en Sicile et aux États-Unis. En contrepartie d'une protection militaire, ils rackettent. C'est-à-dire que vous avez par exemple un très beau restaurant, ça marche, tout ça. Vous avez une équipe de bras cassés qui arrive là-dedans, ils vous disent « Oh, mais il est bien votre restaurant là, mais nous, vous savez, c'est un truc comme ça, ça peut prendre feu, ça peut être... Et puis, il suffit qu'il y ait une bagarre qui est truc et vous allez perdre vos clients. » C'est le principe de la mafia. Voilà. Et nous, on va vous protéger. Mais bien sûr, vous allez donner le pizzo. Le pizzo, c'est 10%. Voilà. Eh bien... Les États-Unis se comportent comme une mafia. Voilà, c'est ça. Quand on parle du gouvernement. Bien sûr, quand on parle... Eh bien, tout simplement, en Arabie saoudite, ils leur ont dit, mais nous, on peut vous protéger parce que vous comprenez bien que vous êtes sur quelque chose qui peut attirer tout le monde. Là, Vous avez un trésor sous terre, on vous assure la protection, mais à condition, à chaque fois, il y a une condition. Vous allez vendre tout votre pétrole en dollars américains. C'est l'obligation.
Donc vous vendez à qui vous voulez, mais tous les échanges se font. Et à partir du moment où vous achetez votre pétrole en dollars, vous êtes sous la loi américaine. Ah bah oui. Voilà. Et donc il y a les sanctions contre des banques. D'où l'efficacité des sanctions. Voilà. Donc ça, pourquoi je vous raconte ça? Parce que à l'époque, dans les années fragiles de l'Union soviétique, l'essentiel de leurs revenus venait du gaz et du pétrole, les Russes, enfin les Soviétiques. En Arabie Saoudite, le coût d'exploitation d'un baril de pétrole, à l'époque, dans les années 90, était inférieur à $1. Wow. Oui. Le coût d'exploitation en mer du Nord, au large de la Norvège, 12 à 14 $. Ah oui, énorme. Si le prix est en dessous de 14 $, ils perdent de l'argent. En Russie, les conditions sont très difficiles, tout du moins dans Sibérie, tout ça, où il y avait les puits de pétrole, avec des bim-pompes, vous voyez, des trucs. Bon. Le coût, c'était dans certaines régions 14, 15 $, d'autres 12 $. Ils ont fait pression sur l'Arabie Saoudite pour baisser le prix du pétrole en dessous. Et de façon à mettre en difficulté Ils ont mis en difficulté l'Union soviétique pendant plusieurs années, de cette façon, parce qu'il n'y avait plus de revenus et il y avait des dépenses pour la recherche, pour être au niveau truc. Donc ça, c'est la prise en tenaille, vous voyez, à chaque fois. Intéressant. Et donc, c'est ça qui s'est passé. Et alors, l'arrivée de Poutine, eh bien d'abord, il s'est occupé des oligarques, voilà, d'abord payer des impôts. Et il les a tenus aussi. Ensuite, il leur a dit, vous vous occupez pas de politique. Celui qui veut s'occuper de politique, eh bien, hop, c'est la prison. Et donc, ça, ils ont vite compris. Au cimetière, peut-être. Alors, donc, ils ont vite compris. Ils ont vite compris. Et donc, ça a commencé à évidemment, comme vous savez, je vous l'ai expliqué, les matières premières en Russie, en Sibérie, c'est l'Eldorado. C'est une richesse phénoménale. Donc, ce pays, il suffisait de l'exploiter bien, et c'était un pays qui allait devenir riche. Ce qu'ils ont fait, où c'est remarquable, c'est les progrès qu'il a fait faire à ce pays dans l'agriculture. Oui. Pour l'indépendance alimentaire, qui est devenue... Vous vous rendez compte que la Russie est devenue le premier exportateur mondial de blé. Oui, j'ai vu alors que les États-Unis avaient quand même du matériel, de l'espace, enfin tout. Eh bien, ils sont passés devant tout le monde. Et à eux seuls, ils produisent plus de blé que toute l'Europe réunie. C'est la folie. Et pourtant, l'Ukraine était un grenier à blé. Eh bien, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment le résultat de 20 années de politique, d'organisation, de sérieux, tout. Ça veut dire qu'il a une vision pour reformer un pays parce que il faut voir que déjà la superficie, la densité de population est très faible en Russie. Donc gérer une population relativement peu importante par rapport à la superficie du territoire, et puis réformer, ce qui est extraordinaire, c'est de réformer une structure administrative, on le voit en France parce que moi je suis passé par l'administration, marquée par le communisme. Il a dû réformer toute une administration pour aboutir justement à cette évolution, à cette révolution même presque économique de la Russie. Donc il faut quand même qu'il ait une certaine puissance intellectuelle et mentale pour piloter tous ces secteurs, parce qu'en réalité, c'est tout dans la Russie, c'est tout qui s'est mis à se réformer. Il y a une vraie réforme qui a été engagée. Mais c'est lié à un homme ou c'est lié à un homme et une équipe? C'est ça qui m'intéresse. Et pour finir, homme ou équipe, et je voudrais savoir si aujourd'hui vous estimez qu'il est en sécurité ou pas au niveau du pouvoir, parce qu'avec l'épisode de Prigojine, il semblerait qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas, je voudrais avoir votre interprétation sur cette séquence et savoir si son pouvoir est bien assis ou s'il n'y a pas effectivement des sous-marins plus ou moins pilotés par la CIA pour essayer de déstabiliser le pouvoir. Voilà.